Le Congrès camerounais a adopté le 4 avril 2026 la révision constitutionnelle qui modifie les articles 5, 6, 7, 10 pour créer le poste de vice-président de la République et réaménager les institutions. Elle sera promulguée par le président de la République le 17 avril au plus tard, alors que le pape Léon XIV sera en terre camerounaise. Une loi dont la substance est le déni de la souveraineté du peuple, le refus de son droit d'avoir son mot à dire sur le gouvernant suprême. Le président de la République, une fois élu, pourra nommer un vice qui pourra le remplacer et nommer également un autre vice qui pourra le remplacer aussi. Le peuple pourra ainsi voter pour Paul et être gouverné par Pierre. Pour un mandat de 7 ans, on pourra avoir 6 présidents. Il suffira qu'un clan ou une famille s'entende pour se succéder à ce poste en se passant le relais tous les ans. Le pape vient être témoin qu'au Cameroun, tout pouvoir vient de Dieu et peut se distribuer entre amis. C'est du moins le nouveau récit auquel les Camerounais auront droit. S'agissant du récit, Jean-Pierre Bekolo pense que le Cameroun est en proie à une véritable guerre, la guerre de récit. Il explique qu'un système qui a trop duré tient parce qu'il contrôle 3 choses à la fois. La force pour faire peur, l'argent pour acheter les loyautés et surtout le récit pour convaincre les esprits. Le récit du système au Cameroun, c'est celui-ci. La vie est dure, il n'y a pas que vous qui souffrez. C'est comme ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça, comme le soleil qui se lève. Ce récit du « on souffre tous », personne ne te l'impose par décret. Il s'installe dans les conversations du marché, dans les soupirs du « on va faire comment des mères le soir », dans les blagues amères des jeunes au carrefour, jusqu'au jour où tu ne l'entends même plus parce que c'est ta voix qui le dit. Le moteur du pouvoir de Yaoundé, c'est sa survie. Il pourra changer de discours, de visage ou de slogan, mais sa finalité et son instinct sont restés en place. Et pour rester en place, il a besoin de contrôler ta propre histoire, le récit de ce qui t'arrive, de tes galères. L'histoire que tu racontes de ce qui t'arrive à toi, lui doit s'incruster, il doit être dedans, comme ta faim. Il la gère. Quelqu'un qui a faim ne pense qu'à manger. Il ne pense pas à s'organiser, demander des comptes. Il accepte n'importe quel petit marché, petite faveur ou petit mensonge, pourvu que le soir il y ait quelque chose dans l'assiette à la maison. Les mauvaises routes, les hôpitaux mouroirs, le manque d'eau, les coupures d'électricité, l'exil massif des jeunes ne sont plus l'échec du système. Elles sont devenues son fonctionnement normal. Pour maintenir cette misère, le pouvoir utilise 3 leviers simples, diviser pour empêcher l'unité. Tant que les gens se disputent entre eux, ils ne regardent pas la structure. Effrayé pour bloquer l'audace. Quand on a peur, on se tait. Fatigué pour tuer la volonté. Quand on est épuisé à chercher de quoi manger, à chercher une solution à un problème qu'on ne peut résoudre, on abandonne l'idée de se battre. Le récit du régime est simple. Ici, rien ne change. Et tu arrives à répéter sans t'en rendre compte. Et quand tu le répètes, tu fais quelque chose de précis, tu l'alimentes. Même ceux qui dénoncent peuvent servir le régime, dit le cinéaste, parce que critiquer le pouvoir en permanence, ça peut aussi le servir. Quand un journaliste, un activiste, un internaute passe ses journées à dénoncer les voyages, les absences, les scandales, il pense déstabiliser le régime. En réalité, il confirme souvent le récit dominant. Il dit en creux que le mur est indestructible, que la seule posture possible est la dénonciation répétée d'un système qui ne bouge pas. Quand Maurice Kamto dit publiquement « j'ai gagné » et appelle à marcher, la ligne rouge est franchie. Ce n'est plus un homme qui parle, c'est un récit concurrent qui tente de s'imposer dans le réel. L'arrestation qui suit n'est pas seulement une opération sécuritaire, c'est une opération narrative. Le dernier mot doit rester au récit dominant. En 2020, le système réussit quelque chose d'encore plus fort, retourner la situation. Le récit devient « c'est de sa faute », comme si le terrain était neutre, comme si les règles étaient justes, et beaucoup y croient. C'est là que la victoire du pouvoir est la plus profonde, quand les gens adoptent le récit qui les enferme. Il faudra désormais changer de récit. Quand à la maison il n'y a rien à manger, ce n'est pas seulement la vie ou Dieu qui ne nous a pas donné, c'est le récit de toute la chaîne du système. Depuis les routes, en passant par l'eau, l'électricité, les prix au marché, le travail qui n'est pas là, qui est rendu visible dans ta chair, dans celle de tes enfants, dans celle de ta mère qui compte ses pièces au marché. Refuser ce récit ne signifie pas nier que tu as faim. C'est refuser de croire que la faim est normale, que la vie dure est une chose qui arrive comme ça, que c'est Dieu qui donne. Refuser de croire que ta vie c'est comme la pluie qui tombe. Et apprendre à nommer ce que c'est. Commencer à avoir le récit de ton assiette vide avant même de parler de politique. Par la suite, estime Jean-Pierre Bekolo, et c'est le plus difficile, commencer à incarner un autre récit, un contre-récit. Dans incarner, il y a carne, la viande. Mettre la viande dans ton assiette vide, dans le récit qu'on mange. Et c'est à ce niveau que ça se joue.
Quand on a fini de te dire qu'ici rien ne change et que ton assiette est vide, voilà ce que produit le récit du rien ne change, au point où tu crois toi-même que cette assiette vide est ton destin. Au récit du rien ne change qui domine au Cameroun va désormais s'ajouter celui du pape Léon XIV qui arrive. S'il n'est pas contradictoire, il sera complémentaire.